Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. C'est une voix qu'on entend de plus en plus dans le bras de fer qui oppose le gouvernement et les syndicats sur la réforme des retraites, celle des organisations lycéennes. On sera justement avec le vice-président du syndicat La Voix lycéenne dans un instant. Deuxième partie d'émission, on vous présentera Physio, un outil de création pour créer son CV. Son fondateur sera avec nous pour en parler. Enfin, comme chaque semaine, on donne la parole cette semaine aux enfants. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'amitié, mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Brandon Warrett. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par le déplacement d'Elisabeth Borne aujourd'hui dans la Nièvre pour parler éducation. Au menu, l'école en milieu rural. C'était son premier déplacement en région depuis l'utilisation du 49.3 le 16 mars dernier. Elisabeth Borne était accompagnée aujourd'hui du ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye pour une visite axée sur le thème de l'égalité des chances dans le milieu rural. Et la première ministre s'est prêtée au jeu du micro tendu sur le très sensible sujet des fermetures de classe. On souhaite changer de démarche sur ces fermetures de classe qui aujourd'hui sont annoncées quelques mois à l'avance. On veut avoir une approche sur plusieurs années, pouvoir anticiper, pouvoir partager en transparence avec les élus, avec les parents, les évolutions démographiques qui sont prévues et puis pouvoir prendre le temps de s'organiser, de trouver des réponses adaptées en se donnant le temps de construire les bonnes réponses. Elisabeth Borne a également promis la création de 3000 places dans les internats ruraux pour éviter que les jeunes soient, je cite, contraints dans le choix de leur lycée. Un déplacement qui s'est ponctué par une rencontre avec le conseil municipal des jeunes de Nevers. La décision était très attendue. Hier soir, les députés ont adopté une proposition de loi pour la régulation du marché des influenceurs sur les réseaux sociaux. La tribune de 150 influenceurs français signée dans le journal du dimanche n'aura pas fait pencher la balance à l'issue d'une séance inhabituellement consensuelle en cette période de tension autour de la réforme des retraites. Le texte transpartisan a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 49, exprimé 49, majorité 25, pour 49, contre 0. Terminer le Far West numérique, pour reprendre les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire. En plus de donner une définition légale aux influenceurs, le texte interdira certaines pratiques comme la promotion de la chirurgie esthétique. La loi réglementant la promotion d'alcool, de produits financiers et des paris sportifs pour les médias s'appliquera également aux influenceurs. En cas de manquement à ces nouvelles règles, l'influenceur encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Un projet de loi qui doit maintenant être examiné par les sénateurs dans les prochains jours. Depuis la rentrée scolaire, les écoles d'art public se mobilisent contre la précarité grandissante, notamment en raison de l'inflation. Et la colère des étudiants et des professeurs s'est fait entendre. Dans une lettre ouverte au ministère de la Culture publiée sur le site de Mediapart en janvier dernier, l'interorganisation des écoles avait tiré la sonnette d'alarme sur cette crise sans précédent. Sans argent public, pas d'école d'art et de design public, alertant sur les risques de fermeture d'établissements dès la rentrée prochaine. Et après des mois de lutte, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, leur a répondu lors d'une séance aux questions au gouvernement cette semaine à l'Assemblée. Au vu de l'importance de ces écoles qui forment le vivier des artistes de demain, et malgré le fait qu'elles dépendent d'abord et avant tout des collectivités, j'ai souhaité engager plus fortement le ministère de la Culture pour les aider à faire face à leurs difficultés. Donc à court terme, je débloque dès aujourd'hui une enveloppe de 2 millions d'euros de crédits supplémentaires pour faire progresser la part de l'État dans leur budget. Ça correspond à une hausse de 14% de leur dotation. Une annonce qui est loin de convaincre les élèves et les professeurs qui attendaient 20 millions d'euros d'aide. Dans son communiqué, l'interorganisation affirme que la réponse du ministère est une aumône méprisante, excessivement en deçà des besoins. Des annonces miteuses qui augurent une détérioration accélérée du sort de nos écoles. Avec ce manque de soutien financier, les écoles d'art craignent une privatisation de leur filière. Réunie en assemblée hier, l'interorganisation ne compte pas s'arrêter là et appelle au durcissement des actions dans les prochaines semaines. On ouvre une page judiciaire maintenant. Hier soir, le tribunal pour enfants de Paris a rendu son verdict dans l'agression du jeune Yori. 4 adolescents ont été condamnés à la prison ferme. C'est une affaire qui avait suscité une vive émotion en France. Le 15 janvier 2021 à Paris,
Yuri, un collégien de 14 ans, avait été laissé pour mort dans une rixe entre bandes rivales dans le quartier de Beaugrenelle. La victime avait rapidement été transportée à l'hôpital dans un état grave avec un pronostic vital engagé. Dans ce procès à huis clos qui s'est ouvert mardi, les 4 agresseurs, des mineurs de 14 ans jusqu'à 15 ans au moment des faits, ont été reconnus coupables. Des peines allant de 6 à 30 mois de prison ferme pour l'un d'entre eux, reconnu coupable de tentative de meurtre. 8 autres jeunes de plus de 16 ans lors de l'agression barbare ont également été mis en examen dans le dossier. Ils seront jugés en décembre dernier devant la Cour d'assises des mineurs de Paris. On termine ce journal par une bonne nouvelle. Le suivi médical des enfants obèses ou en surpoids va être intégralement remboursé par l'assurance maladie. Sur prescription médicale, la prise en charge de suivi généralisée concernera les enfants de 3 à 12 ans. Ils auront le droit à 3 bilans jusqu'à 18 séances de suivi nutritionnel et psychologique. Un accompagnement qui verra le jour grâce au dispositif Mission Retrouve ton Cap, déjà testé en 2018 dans certains départements comme en Seine-Saint-Denis ou à La Réunion. Car les chiffres de l'obésité infantile inquiètent les autorités sanitaires. La dernière enquête épidémiologique révèle que 34% des enfants de 2 à 7 ans sont en surpoids ou obèses, 21% chez les 8-17 ans. Selon la Haute Autorité de Santé, un enfant obèse a 50 à 70% de probabilité de le rester à la puberté. Merci Brandon. Focus aujourd'hui sur une nouvelle voix qui se fait de plus en plus entendre, celle des syndicats de lycéens. Nous sommes ravis d'accueillir par Skype Ephraim Stralka-Belleuil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du syndicat La Voix lycéenne. Parmi tous les syndicats qu'on entend beaucoup en ce moment dans les médias pour dire leur opposition, notamment sur la réforme des retraites, eh bien, il y en a un qui suscite un engouement tout particulier, c'est le vôtre. Donc on est ravis de pouvoir vous avoir. Autant Colin Champion, votre président, que celui qui représente l'Île-de-France, Manès Nadel. Finalement, vous êtes devenus tous un sujet de débat, si je puis dire, entre guillemets. Est-ce que ça vous agace ou est-ce que vous êtes content? Bien sûr qu'on est content, ça fait depuis le début qu'on demande à être entendu, nous, sur ces questions de jeunesse. Il faut savoir que La Voix lycéenne, ça fait 1 an et demi que ça a été mis en place et ça fait 1 an et demi qu'on essaie de structurer et on est parti d'une dizaine de départements, maintenant on est dans plus de 50 départements, on essaye de se développer le plus possible et notre but c'est de se développer sur la vie des lycéens et justement qu'aujourd'hui on est légitime à parler parce que nous sommes lycéens et nous représentons la voix des lycéens. Et du coup, vraiment, le principal le but, je vais vraiment juste dire, c'est très important aujourd'hui de se faire représenter et le cadre de la voix lycéenne est là pour ça, est là pour représenter l'ensemble des lycéens. Et en fait, qu'aujourd'hui on parle de nous, c'est primordial parce que les questions de jeunesse aujourd'hui ne sont pas intégrées dans le débat public. Vous l'avez bien vu, 45 minutes d'allocution publique de la part de notre président, pas un mot pour la jeunesse, aucun mot pour la jeunesse, alors que nous sommes mobilisés depuis le 19 janvier sur la question des retraites et depuis beaucoup plus longtemps sur la question des jeunesses, sur la question des lycéens et des lycéennes de France. Alors, on entendait du bruit derrière vous. Est-ce que vous êtes encore au lycée au moment où vous me parlez? Est-ce que vous prenez la parole directement depuis le lycée? Oui, c'est un peu ça, oui. D'accord, donc je vois l'engagement qui est total, aussi bien pour les cours effectivement que pour la société en tant que citoyen. Alors l'argument évidemment de vos détracteurs, il est simple, ils disent tous vous êtes trop jeune, même pas majeur pour certains, donc vous n'avez pas finalement la possibilité, si je puis dire, la légitimité de prendre la parole. Qu'est-ce que vous dites de cela? Aujourd'hui, si on parle, c'est parce que nous sommes légitimes à parler. C'est parce que nous sommes les premiers à vivre l'éducation. C'est parce que c'est nous qui voyons nos professeurs qui sont dépassés par la réforme du bac. C'est nous qui voyons nos professeurs épuisés parce qu'ils sont obligés de finir leur programme le 20 et le 21 mars avant les dates de spécialité et qui sont fatigués. C'est nous qui voyons la casse d'éducation au quotidien. C'est nous qui avons vu la réforme de lycée, la réforme de Parcoursup. C'est nous qui allons voir la réforme des lycées pro, le SNU qui a été reporté depuis mercredi mais qui va sûrement être mis sur la table. Et c'est tous ces choses-là qui nous amènent en fait à parler parce que nous sommes la jeunesse, nous sommes les lycéens et nous sommes légitimes à parler parce que nous parlons de notre vécu. Et c'est pas en fait aux autres personnes, c'est pas parce que les réformes aujourd'hui, les réformes de jeunesse, elles sont anti-jeunes. Elles sont anti-jeunes pourquoi? Parce qu'elles sont prises sans la concertation des premiers concernés, sans la concertation des professeurs et des lycéens.
En fait, c'est vraiment les propositions que fait aujourd'hui le gouvernement deviennent incohérentes parce qu'ils ne prennent pas en compte la parole des jeunes. Alors que nous avons une force de proposition, nous avons des choses à proposer, et c'est pour ça que les médias commencent un peu à se rendre compte que nous ne sommes pas là seulement pour bloquer les lycées et aller dans la rue, mais que nous avons des choses à proposer. Malgré les centaines de lettres qu'on a écrites au ministère, c'est toujours pas on n'est toujours pas reçu pour discuter de choses de fond et pas seulement de répression policière, parce que c'est un sujet qui est très très important. Et à chaque fois qu'on nous demande, oui, la répression policière, vous n'avez pas qu'à bloquer vos lycées, et pardon, nous sommes mineurs. Si vous emmenez quelqu'un en garde à vue, il est mineur, peut-être que les blocus que nous, en tout cas, nous participons et nous animons sont pacifiques. Il n'y a pas à emmener des lycéens en garde à vue pendant 24-48 heures. Je sais qu'il y en a qui se sont fait embarquer en garde à vue parce qu'ils parlaient sur des médias et qui disaient ils critiquaient le préfet, et ils ont été embarqués en garde à vue à la suite de ça, notamment à Marseille. Et c'est vraiment un très gros problème. Et la seule chose sur laquelle on était entendu, c'est avec le ministère, c'était à peu près sur ça, et encore, c'était finalement pour nous dire que c'était bien fait pour nous. Et Ephraim Strack-Lebeyel, vous avez dit plein de choses très intéressantes. On va évoquer point par point les choses. Vous parlez des arguments de fond et puis évidemment des arguments qui concernent précisément le lycée, Parcoursup, la réforme du bac. On va en parler juste après de cela. Je voudrais juste revenir sur l'élément essentiel qui a fait que la prise de parole a été très importante au niveau de la voie lycéenne, c'est la réforme des retraites. Vous le dites vous-même, vous avez envoyé une centaine de lettres et finalement vous ne vous sentez pas écouté. C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas être pris au sérieux par la société dans son ensemble et en particulier par le ministère de l'Éducation et le gouvernement Emmanuel Macron. Les jeunes n'ont jamais été aussi informés et aussi au courant de ce qui se passait dans notre pays aujourd'hui, parce que via le biais des réseaux sociaux, et c'est notre rôle en tant que premier syndicat lycéen de France, d'informer les lycéens de ce qui se passe à côté. Donc les jeunes aujourd'hui ont quelque chose à proposer et ne sont pas seulement dans l'opposition. Et ça aujourd'hui, ça commence à faire peur un peu au gouvernement, parce qu'ils n'ont pas envie que les lycéens viennent proposer des choses concrètes et des choses se passent. Ils n'ont pas envie d'entendre parce qu'ils ont envie de rester et de continuer leur réforme anti-jeunes. S'ils commencent à nous écouter, en fait, c'est déjà fini pour eux parce qu'ils se rendront bien compte que nos réformes sont cohérentes, et si on les propose à l'ensemble des gens, ce sera adopté. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent, c'est pas commun que des lycéens, c'est-à-dire que de 16-18 ans en gros, prennent part à leur retraite. C'est vrai que certainement d'autres l'ont fait bien avant vous, évidemment, les syndicats lycéens existent depuis longtemps. Mais enfin, c'est vrai que votre engagement, il est là, il est très important et c'est bien de l'entendre. Quel est le point précis pour vous, ou les points précis qui font que vous êtes contre cette réforme des retraites et qu'il faut la revoir selon vous ? Je pense qu'il y a deux principaux facteurs, même s'il y a plein de choses qui vont autour. Donc premièrement, il y a le facteur que ça nous impactera sur le court, le moyen et le long terme. La réforme des retraites, c'est 2 ans de plus, et c'est 2 ans de plus sur le marché du travail. Ça fera que le marché du travail sera d'autant plus saturé et ça augmentera le chômage. Malheureusement, aujourd'hui, le chômage impacte d'abord les jeunes, parce que le chômage des jeunes aujourd'hui, c'est 18%. Donc, si vous reculez l'âge de la retraite de 2 ans, les 18% de chômage des jeunes va encore plus augmenter. Sur le moyen terme, parce que justement, le marché du travail sera saturé. Et sur le long terme, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver à travailler à 64 ans, avec des métiers, les critères de pénibilité sont revus à la baisse, donc on aura sûrement les métiers pénibles sont de moins en moins pris en compte, et on se retrouvera à 64 ans avec de l'arthrite, des maladies dues à notre travail, et c'est pas ce que nous voulons. Moi, je peux vous dire, les campagnes qui avaient été faites par les Restos du Cœur, la majorité des gens qui géraient les campagnes des Restos du Cœur, c'était des retraités, et c'était des retraités en bonne santé qui étaient capables d'animer la vie associative de notre pays. Si aujourd'hui on recule l'âge de la 64 ans, il faut faire une croix sur la vie associative de notre pays. C'est ça aussi. Deuxième facteur, on est là en solidarité pour nos parents et nos grands-parents. La solidarité intergénérationnelle, c'est quelque chose de très, très important. On voit aujourd'hui nos grands-parents qui touchent 500, 600 euros pension de retraite et qui ne font pas vivre avec ça, ils ne font que survivre. On n'a pas envie de voir nos parents qui, déjà, triment pour ramener de l'argent à la maison, nos grands-parents qui ont trimé toute leur vie et qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leur retraite, et nos parents qui vont travailler 2 ans de plus comme nous quand nous rentrerons sur le marché du travail et qui vont se retrouver pareil, avec une retraite avec une réforme qui est injuste et injustifiée. Ils vont se retrouver à 64 ans avec des maladies du travail, ils vont se retrouver fatigués, et je pense qu'aujourd'hui le droit à la retraite est quelque chose d'un très important, surtout qu'on a travaillé toute sa vie et qu'on a contribué au bien-être du pays. Les arguments énoncés évidemment par le gouvernement, en priorité la baisse démographique et puis les caisses de l'État étant vides. Est-ce que c'est pas un argument, voilà, justement, j'aimerais vous faire réagir.
L'argumentaire du gouvernement, il est vide. Pourquoi ? Faut pas creuser très loin pour trouver l'os, en fait. C'est vraiment ça. L'argumentaire du gouvernement tourne vite en boucle et on peut en fait le démentir. Ce qui nous sort aujourd'hui, c'est oui, il y a une crise démographique. En 1980, il fallait 3 travailleurs pour financer un retraité. Aujourd'hui, c'est un travailleur pour financer l'inverse. On a un niveau de productivité qui a augmenté. Donc, on a besoin de moins de travailleurs pour financer la retraite. Donc là-dessus, en fait, le problème démographique, c'est pas vraiment même si on a plus de vieux, de personnes âgées, excusez-moi, c'est pas un problème parce qu'on produit plus et on produit plus de richesses dans notre pays aujourd'hui. Après, le deuxième argument, c'est oui, alors on a un trou budgétaire dans la sécurité sociale et ça. Donc c'est faux, le trou budgétaire aujourd'hui on le voit pas, c'est une prévision qu'ils font dans le pire des cas, ce serait un déficit de 12 milliards par an et en plus même si on prend leur scénario, en 2050 le régime se rééquilibrait. Et si vraiment en fait on prend leur pire scénario, si on veut vraiment prendre de l'argent, on peut le trouver, mais pas dans les poches de n'importe qui. Là par exemple, si on pourra parler du SNU plus tard peut-être. Non, on va y venir, mais avant de parler du SNU, attendez, je voudrais juste que vous finissiez là-dessus. C'est vrai que les caisses de l'État n'en sont pas très remplies, très clairement, la dette est très importante. Donc quand vous dites l'argent, on peut le trouver ailleurs, mais où ? Regardez, aujourd'hui, pendant le Covid, il y a des gens qui se sont gavés. Il y a des gens qui ont surfé sur la crise. Il y a des grandes entreprises, par exemple CAC 40, qui ont fait des profits faramineux, alors que tout le monde était en crise, tout le monde devait rester chez lui. Beaucoup de personnes étaient en chômage partiel. Beaucoup de personnes ont été licenciées pendant cette période-là. Et il y avait des gens qui continuaient à se faire des profits. Aujourd'hui, il y a un problème des principaux de la France, et les jeunes l'ont très bien compris, c'est que nous sommes dans un des pays les plus inégalitaires. Vous pouvez vous permettre nous avons 12 millions de pauvres aujourd'hui, 12 millions de personnes 12 millions de pauvres aujourd'hui en France, et vous avez 0,001% qui détiennent peut-être la moitié des ressources françaises. Donc prélever davantage les plus riches en fait. C'est un problème d'incohérence. Oui, vous voulez prélever davantage les plus riches. D'accord, répartition des richesses. Vous parliez du SNU il y a quelques instants. Nous recevions en début de semaine la secrétaire d'État en charge de la jeunesse, Sarah El Haïry. Elle milite pour que les jeunes s'engagent, notamment à travers le SNU, le Service National Universel. Que pensez-vous du SNU? Et s'il devenait, alors a priori aujourd'hui effectivement il n'est plus obligatoire, mais enfin comme vous disiez il y a quelques instants, peut-être que ça va encore rechanger. Quelle est votre position là-dessus? Alors Sarah El Haïry, moi je l'ai rencontrée personnellement 2 fois. La dernière fois ça devait être il y a 1 mois ou un peu plus. Et du coup pour parler du SNU. Donc elle nous présentait le processus. Vous allez voir, c'est super, il va y avoir de la cohésion, ce sera des séjours. Et en fait, à chaque fois, nous, on était là pour le dire, on était là pour la ramener à la réalité, lui dénombrer les faits. La cohésion sociale aujourd'hui, elle est pas. Enfin, à chaque fois qu'on dit qu'on est contre le SNU, elle nous sort, oui, donc vous êtes contre la mixité sociale. Excusez-moi, Madame Sarah El Haïry, la mixité sociale, elle n'est pas là. 64% des gens qui sont au SNU, ce sont des fils de foyers favorisés. Là aussi, la mixité sociale, elle n'est pas là parce que la plupart des gens qui vont au SNU ont des parents ou des grands-parents qui ont été dans les corps en armée. Donc, la mixité sociale n'est pas respectée. Aujourd'hui, le SNU, c'est une question de fond, c'est une question philosophique. On a deux différentes visions avec le gouvernement. C'est que nous battrons toujours pour que l'émancipation de la jeunesse se passe par l'éducation. Là, le gouvernement, aujourd'hui, il propose une vision de la jeunesse qui obéit au doigt et à l'œil et qui ne choisit pas son engagement. Parce que le SNU est voué à être est voulu par le gouvernement comme étant l'engagement de référence. Il suffit de voir la com aujourd'hui sur le SNU, c'est quand vous voyez sur les réseaux sociaux, donc qui impactent principalement les jeunes, c'est engagez-vous au SNU, l'engagement SNU et tout ça, comme s'il n'y avait pas d'autre engagement. Nous, ce que nous proposons, c'est valoriser l'engagement qui existe déjà. Beaucoup de lycéens, et je peux vous le dire du coup, par exemple dans le vécu, sont engagés aujourd'hui et on ne valorise pas leur engagement. Il faut un statut, il faut prendre en compte l'engagement des lycéens aujourd'hui. Nous, ce qu'on proposait à côté de ça, c'était un statut réel de lycéen engagé, donc qui valorisait l'engagement, que ce soit politique, associatif, syndical, n'importe, et qu'on puisse le choisir. Parce qu'aujourd'hui, les SNU, comment c'était prévu, c'était qu'il y avait une 3e phase, vous pouviez aller en stage, et ce qu'on constatait, c'est que la plupart des personnes faisaient leur stage dans l'armée. Donc, en fait, vous pouvez traduire carrément ça par une militarisation de la jeunesse. C'était aussi un engagement auprès d'associations, par exemple, comme les Restos du Cœur ou autres. Ça, vous êtes pour ou contre? Bien sûr. Ouais. Bien sûr que oui, on est pour. Mais ce qu'on constatait, c'est que les gens, les jeunes qui sortaient du SNU en majorité, dans la grande majorité,
allaient s'engager dans l'armée, ils faisaient leur stage dans l'armée et non dans les associations. Et si on voulait, il y a un projet d'engagement à faire sur la jeunesse aujourd'hui, mais le SNU, ce n'était pas le bon projet. Surtout que la généralisation, elle aurait coûté 2 milliards au minimum par an, qu'il y avait des gros problèmes de transport, que l'encadrement c'était catastrophique aussi, ça aurait été un tiers éducation populaire, un tiers professeur et un tiers de corps en uniforme. Alors les professeurs, on leur a rien demandé, les corps en uniforme non plus. C'était ça le gros problème aussi, c'était que les encadrants aujourd'hui ne voulaient pas encadrer le SNU. Vous allez demander à des anciens militaires, des réservistes d'aller encadrer des jeunes alors qu'ils ne sont pas déjà formés pour ça. C'est pour ça qu'il y a eu des accidents comme dans un lycée où ils se sont réveillés à 5h, 6h du matin pour faire des pompes, tout ça parce qu'il y avait des gens qui étaient sortis de leur chambre. C'est pas la vision de la jeunesse que nous aujourd'hui nous proposons. L'émancipation de la jeunesse se fait par l'éducation et se fait aussi principalement parce que quand on dit oui, donc vous êtes contre instruire les valeurs de la République aux lycéens. Donc déjà, il faut savoir quelles valeurs de la République on les instruit. Si c'est des gens qui ont une vision totalement détachée et qui ne sont pas des militaires et tout ça, et les vraies valeurs de la République se font et s'instruisent par l'éducation via le biais de l'EMC. Aujourd'hui, l'EMC, c'est censé être 1 heure toutes les 2 semaines. L'EMC, on n'en fait quasiment jamais. Ça n'est pas respecté. Je peux vous dire que l'EMC, on en a autant que d'heures d'éducation sexuelle. Donc, alors justement, Ephraim Strelka-Bellocq, comme le temps presse, je vais raccourcir un petit peu le temps. Non, mais je vous en prie, c'est passionnant de discuter avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes manifestement extrêmement engagé. Vous l'êtes probablement aussi parce que vous êtes issu d'une famille qui est être engagée aussi sur les questions sociales et politiques de votre pays. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup aussi de jeunes, collégiens ou lycéens. C'est vrai que comment faire pour qu'eux-mêmes s'engagent au quotidien au sein de la République? L'EMC dont vous parlez, effectivement, les cours d'éducation morale et civique sont pas forcément respectés, faute de temps, car les professeurs sont submergés de travail et aussi parce que leurs conditions de travail sont compliquées. Donc comment faire pour que l'engagement se fasse au quotidien? C'était aussi pour cela que le gouvernement proposait le SNU, qui se fait en 3 phases, j'entends. La militarisation, c'est une des 3e phases possibles. Il faut valoriser l'engagement qui existe déjà. Moi, je peux vous dire, je viens pas d'une famille qui est engagée politiquement. Ils viennent peut-être tout juste de se politiser avec la réforme des retraites, pour vous dire. Et pourtant, j'ai réussi quand même à m'engager parce que les organisations de jeunesse le permettent. Parce qu'aujourd'hui, vous passez un coup de fil et vous répondez à une story Instagram, on vous répond directement et on vous dit comment vous orienter, comment vous aiguiller. Et nous, on est là en fait pour accompagner les lycéens dans leurs revendications et dans ce qu'ils veulent faire. C'est ça aussi, c'est la force de la voie lycéenne, c'est ça. J'entends effectivement l'engagement. Alors on a parlé de la réforme des retraites, on a parlé du SNU, il y a bien sûr la réforme du bac aussi et Parcoursup qui vous préoccupe. J'aimerais qu'on juste dise 2 mots sur cette question-là. Cette réforme de Parcoursup, manifestement, vous êtes complètement contre. Est-ce que vous estimez que finalement Parcoursup n'a pas réussi à enrayer les inégalités sociales à l'école, ce pourquoi c'était fait au départ? Bien sûr que oui. À partir du moment, même avant Parcoursup, vous aviez un classement d'étudiants qui s'appelait et qui classait les lycées. Déjà, ça c'est très très problématique parce que ça sectorise les lycées. Ça veut dire qu'il y a un meilleur lycée et en fait on va regarder si les meilleurs lycées étaient dans le plein centre de Paris et les moins bons étaient en banlieue populaire. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Avec Parcoursup, vous n'avez pas toutes les mêmes options avec la réforme du bac, du coup vous n'avez pas toutes les mêmes options partout dans les mêmes lycées. Il y a des lycées où ils auront toutes les options, il y a des lycées où ils n'auront pas toutes les options, toutes les spécialités, et pas toutes les options aussi. Et finalement, en fait, ça sectorise et ça augmente les inégalités encore plus que ce que c'était aujourd'hui. Parcoursup, faut pas l'oublier, on ne connaît pas l'algorithme, donc c'est pour ça aussi qu'on se bat. Il y a des algorithmes qui sont spécifiques aux écoles et des algorithmes qui sont généraux, et les algorithmes restent privés. Parcoursup, c'est des chiffres qui restent ancrés dans la tête des lycéens. C'est 94 000 lycéens sans affectation après la première phase. C'est 1 lycéen sur 3 mal orienté. Et c'est des chiffres qui restent ancrés dans la tête des lycéens. C'est des chiffres qui nous stressent, c'est des chiffres qui nous mettent la pression. Surtout qu'on nous demande de faire 10 lettres de motivation parce que vous pouvez mettre 10 vœux en une très courte période. Parcoursup, c'est une source de problèmes. Je ne comprends pas en fait pourquoi ils ont fait ça. Si nous, en fait, on se battait contre Parcoursup, c'était justement pour toutes ces raisons-là et parce qu'on voulait retourner à un système qui était beaucoup plus juste, c'est-à-dire réouvrir des places en université, arrêter la sélection et qu'on aille directement proposer, qu'on aille directement candidater aux universités directement, comme c'était fait il y a pas mal de temps, parce qu'il ne faut pas oublier que Parcoursup, ce n'est que
continuité de ABP et de toute la caisse de l'éducation Blanquer. Alors, dernière question, Ephraim Stralkabelöy, pardon. Vous reprochez à Emmanuel Macron la précarité étudiante. Pourtant, des mesures ont été prises pour cela. Si j'en citer quelques-unes, par exemple, la revalorisation des bourses, l'affiliation au régime général de sécurité sociale pour les étudiants, pour tous les étudiants, parce que ce n'était pas le cas pour tous. Les repas du Crous, par exemple, à 1 €. Enfin bref, le gel des loyers aussi pour ces étudiants du Crous. Tout ça, ça ne suffit pas, justement. Vous pensez que le gouvernement, Emmanuel Macron, le ministre Pap Ndiaye aurait dû faire plus? Eh ben, c'est pas ce qu'on demande. Enfin, on demandait beaucoup plus. Alors, bien sûr que c'est une petite victoire aujourd'hui. On va pas le contredire. On va pas le refuser. La précarité étudiante nous touchera, nous, parce que nous sommes des futurs étudiants, parce que dans 1 ou 2 ans, on va étudier en université, à la fac, et parce que c'est un sujet qui va nous toucher, nous. Ensuite, c'est pas assez. C'est pas assez, malheureusement. D'accord, mais est-ce que... La vraie réforme la question se pose, pardon, excusez-moi, oui. Ephraim, mais dans ces cas-là, ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous en voulez à Emmanuel Macron des réformes qu'il a faites et qui ne sont pas suffisantes, ou finalement à ce monde qui est bien trop difficile aujourd'hui avec l'inflation, la guerre, la pandémie, et qui fait que le tout cumulé, ça devient très difficile, aussi bien pour les plus âgés que pour les plus jeunes? En fait, c'est un peu les deux, mais moi, si aujourd'hui on peut agir sur l'un, c'est agir sur le gouvernement. Écoutez, on ne peut pas agir sur le monde entier et tout ça, mais aujourd'hui on a la capacité nous sommes encore dans une démocratie, on a encore la capacité à obtenir des choses via le biais de nos instances, même si elles sont détournées à cause du 49.3, mais via le biais de la rue, via le biais des médias, parce qu'aujourd'hui on peut se faire entendre par ça. On peut se faire entendre par la rue en bloquant nos lycées, et aujourd'hui c'est plus la faute du gouvernement. Elle n'arrête pas de prendre des réformes anti-jeunes, et en fait ce qu'on demandait aujourd'hui avec ce qu'ils nous donnait, c'est une petite victoire, la réforme des bourses, mais c'est largement pas assez. S'il fallait faire une réforme de fond, c'était l'allocation d'autonomie, une allocation d'autonomie à 1 100 € pour chaque jeune, parce que vous imaginez pas déjà les champs des bourses, du coup vous imaginez bien que tout le monde ne les touche pas, mais aujourd'hui vous êtes obligé, soit que c'est 60% des étudiants qui travaillent à côté de leurs études, et 40% qui ne sont pas obligés. Merci beaucoup. Il va clairement y avoir des gens qui vont être favorisés et défavorisés, parce que si vous travaillez à côté de vos études, vous n'allez pas forcément réussir. Si vous ne travaillez pas, vous aurez plus de chances de réussir, et on estime que c'est 1 100 € pour vivre bien, décemment quand vous êtes étudiant. Ces 1 100 € là, pas toutes les familles, et même presque aucune famille n'est capable de les donner à ses étudiants. Ephraim Stralkabelöy, je me sens frustrée de ne pas discuter davantage avec vous. Je vous propose de venir sur ce plateau la prochaine fois. On est à Paris, si vous pouvez venir, venez. Et comme ça, on en discute davantage, on parle de précarité étudiante et de tout ce que vous proposez effectivement via la voix lycéenne. Donc vous êtes la voix justement des lycéens de France. On écoute tout le monde ici à School TV, et je pense que les spectateurs ont envie de comprendre aussi votre engagement au quotidien et de comprendre quelles sont vos aspérités, vos volontés. Juste un dernier mot, quel est le métier que vous voulez faire? Vous le savez? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien travailler dans le social. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Et puis, à très vite sur le plateau de School TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président du syndicat La Voix lycéenne. On marque une courte pause et on se retrouve sur School TV. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui.
TV. Imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Antoine de Bernardi. Bonjour. Merci pour l'accueil. Bonjour. Merci, je suis ravie. Vous êtes le fondateur de Physio, un outil qui permet de créer intelligemment, évidemment, son CV, son curriculum vitae. C'est vrai que c'est pas facile de créer son CV. Vous avez créé Physio car vous avez vous-même été confronté à cette difficulté-là. Comment ça s'est passé? À quel moment vous vous êtes dit, là, il n'y a que moi-même qui puisse m'aider? Oui, c'était exactement ça. C'était la première fois que j'ai postulé pour un CDI où j'ai eu du coup ce problème de faire un CV comme tout le monde, très difficile, voilà, trouver un modèle, rentrer ses informations avec un outil en ligne et je ne trouvais pas chaussure à mon pied, donc il y a un moment donné dans ma carrière je me suis dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et je vais lancer un projet qui permette à tout le monde de créer un CV facilement, donc c'était l'idée de base. Alors c'est marrant, vous aviez quel âge au moment où vous pensez à ça? J'étais assez jeune, c'était après on va dire 23-24 ans, quelque chose comme ça. D'accord, donc vous avez enchaîné plusieurs CDD du coup parce que vous parlez de CDI? Non, en fait j'ai fait différents postes. Un gros CDI surtout, et après ça, j'ai eu il y a eu une rupture dans le contrat, c'est-à-dire qu'en gros on a été licencié avec mon équipe. Ouais. Et là je me suis dit c'est le moment de se lancer, donc j'avais 27-28 ans, quelque chose comme ça. 27-28 ans et des métiers très différents qui faisaient qu'en fait constituer son CV c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement simple quand on vient de l'univers totalement différent et qu'on veut s'aventurer dans une voie plus classique si je puis dire. C'est ça, c'était surtout combiner plein d'informations. Moi j'ai un parcours un petit peu j'ai fait pas mal de choses. Vous venez d'où? J'ai fait une formation finance, après j'étais dans le tourisme, après j'ai été commercial dans une maison de thé, donc ça a été assez différent. Voilà. Donc c'est sûr pour constituer tout ça sur un CV, c'était assez compliqué. Ça dépend des postes occupés en fait, Exactement. Parce qu'on peut être dans plusieurs branches différentes. Si on fait par exemple de la communication systématiquement, ça paraît cohérent, mais vous c'était différent, non? Les postes occupés n'étaient pas les mêmes. Les postes occupés n'étaient pas les mêmes et j'avais une vraie difficulté quand j'ai voulu postuler, en tout cas pour le premier CDI où j'étais responsable commercial dans une maison de thé, de tout consolider et d'avoir quelque chose de graphique, lisible, optimisé pour le recrutement. Et ça à l'époque, moi je connaissais pas d'outils, j'ai pris un fichier PowerPoint, j'ai passé une journée, donc voilà. Et donc je m'étais dit, j'avais eu l'idée en tête et je m'étais dit pourquoi pas un jour. Et à la suite de mes expériences, qu'on a eu ce petit licenciement, ça a été une chance du coup de se dire ok, maintenant je me lance. En plus c'était juste avant le Covid, c'était 2 ans avant le Covid, mais j'étais content de m'être lancé à cette période-là. Et voilà, content, donc 4-5 ans déjà sur le projet là. Alors c'est quoi un CV performant? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant de manière prioritaire? Alors, un CV performant, on va dire, c'est surtout la lisibilité, déjà, premièrement. Voilà, pour le recruteur ou pour un robot, parce que maintenant, il y a les robots qui scannent les CV, qui regardent les CV, qui présélectionnent des CV, et il y a l'œil humain. Donc, il faut que ce soit lisible dans tous les cas. Les mots-clés doivent être lisibles. Les mots-clés, ce qui sont les mots-clés qui sont, en gros, les mots qu'on va mettre sur son CV. Mais le champ sémantique qu'on va utiliser. C'est-à-dire le champ sémantique métier. C'est-à-dire que je suis dans la communication, je vais peut-être devoir citer communication digitale, web marketing, etc. Et ça, le robot, lui, a déjà des mots-clés qu'il va chercher pour présélectionner le CV. L'œil humain, pareil, c'est-à-dire que le recruteur attend aussi un certain champ sémantique lié au métier. Donc ça, c'est le premier point très important. Et surtout, mettre un titre à son CV et décrire son objectif. Un titre à son CV, c'est-à-dire? Oui. On va mettre son nom, prénom, et puis on va mettre une phrase où on va mettre en recherche d'un poste dans la communication à partir de septembre. Voilà. On expose en une petite phrase l'objectif de sa recherche, comme ça, tout le monde gagne du temps. Le recruteur sait, entre guillemets, si ça peut matcher d'entrée ou pas. Et en dessous, on va mettre 3-4 phrases de description du profil, on appelle ça sur Physio. On développe un peu plus. C'est ce qui est plus difficile, ça. C'est la pré-lettre de motivation, en gros. C'est là, il faut commencer un peu à se vendre. C'est-à-dire qu'on va dire... en 3 phrases. En 3 phrases. L'exercice est difficile. Ouais. Donc on peut... en tout cas, de mon côté, j'anime beaucoup d'ateliers CV pour des étudiants et c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer. C'est il faut réussir à se vendre quand même. C'est expliquer son projet professionnel. Des fois, des étudiants sont en reconversion. C'est le moment de le dire. Actuellement en reconversion, je cherche un nouveau challenge dans... etc. Donc ça, c'est intéressant d'entrer mettre ça dans la tête. Et pour moi, c'est vraiment la réussite du CV passe par ça. Alors justement, quand on parle de reconversion, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être repoussoir pour celui qui va vous engager, se dire en fait il n'est pas expérimenté, il a envie de tester quelque chose, alors ok, certes il est curieux, certes il est motivé, oui. Mais bon, c'est un peu instable. Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que maintenant les recruteurs sont quand même habitués à ce qu'il y ait des reconversions. Les gens changent plus vite de poste, on va dire qu'il y a 20 ans en tout cas. Il y a de moins en moins de carrières longues. Tout le monde change au bout de 2-3 ans. Et maintenant de secteur d'activité, parce qu'on peut avoir des compétences connexes entre les secteurs d'activité et quelqu'un a le droit dans sa carrière de dire je veux faire autre chose. Donc ça, les recruteurs sont habitués. Il faut juste bien le présenter, bien se vendre et essayer de trouver des compétences connexes et parallèles entre ce qu'on
qu'on a fait avant et ce qu'on veut faire maintenant. La dernière fois, j'avais un exemple d'une personne à l'atelier qui avait été prof et qui voulait devenir, je crois, dans le commercial. Et bien, je lui dis, voilà, tu dois avoir une très bonne expression orale, j'imagine. C'est une qualité qu'on va rechercher en tant que commercial. Donc, il faut trouver ces petites passerelles-là, c'est pas simple, pour bien se vendre du coup auprès du recruteur. Comment Physio réussit à parler aux jeunes? Alors, vous parlez des jeunes des écoles. Oui. Moi, je prends l'exemple de mon neveu, par exemple, qui est au lycée, qui a fait de nombreux stages. Comment vous le motivez, vous l'aidez? On n'y connaît rien au départ, quand on sort avec 4-5 stages en terminale. Et comment on construit son CV avec Physio? Qu'est-ce qui nous aide le plus? Alors, nous, pour les étudiants, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a une plateforme dédiée pour les écoles supérieures qui sont partenaires avec nous, où là, on va un peu plus aider avec beaucoup plus de conseils les étudiants. C'est-à-dire qu'on a mis carrément des vidéos de conseils à chaque étape du CV, c'est-à-dire que je vais ouvrir une section pour rentrer mon titre et il y a une petite vidéo qui dit en gros coucou, on vient t'aider pour ta section, etc. Comment remplir, une erreur à pas faire. À côté de ça, il y a des webinaires qui sont donnés aux étudiants pour avoir vraiment des ressources vidéo d'explication. Tout ça fait que des conseils embarqués en vidéo, ça aide vraiment l'étudiant étape par étape dans la réalisation du CV. Il y a des petits conseils qui s'affichent aussi en lecture sur l'outil. Donc tout ça, l'étudiant est aidé, on va dire étape par étape. Antoine, ça fait longtemps que j'ai pas fait un CV, j'avoue. Vous parlez de section. Alors là, je vois la section effectivement état civil, la section études, puis expérience. Qu'est-ce qu'on met d'autre et qui a vraiment de l'importance? Là, maintenant, celle qui a vraiment pris sa place importante, c'est la rubrique compétences. C'est-à-dire que maintenant, on crée une rubrique compétences où on explique ces compétences techniques, informatiques ou comportementales, les fameuses soft skills. Donc en gros, comment j'interviens dans un milieu professionnel, ou en gros, quelle est ma personnalité. Donc je suis créatif, bonne communication orale, sens du relationnel. Donc on essaye de un peu c'est toujours pareil de se vendre, même si j'aime pas trop ce mot. On écrit compétences sociales ou on écrit soft skills? Moi, je mets compétences comportementales. Comportementales, ah oui, d'accord. Je me comporte bien, monsieur. Vous pouvez m'engager. Je suis gentille avec mes camarades. Non, je préfère en français. En anglais, c'est OK. Vu que maintenant, c'est vraiment cité sur plein de sites, soft skills. Donc les recruteurs se braqueront pas si on met en anglais. Mais en tout cas, je conseille de mettre en français. D'accord. Évidemment, les langues, c'est toujours un plus, mais est-ce que l'anglais, de toute façon, c'est devenu quelque chose de évident? Je veux dire, il n'y a même plus besoin de le préciser, ou encore? Ah si. Ça joue? Ouais, non, c'est pas si évident. Non, si. Le niveau en France, c'est quand même pas hyper bon par rapport à nos voisins européens, donc c'est quand même bien de le mettre. Et c'est ce que je dis souvent en atelier, c'est-à-dire que si vous avez carrément la chance d'être bilingue ou d'avoir un très bon niveau, il faut carrément le mettre du coup dans l'en-tête. Donc là, on revient à ce fameux en-tête. Ah oui. Le titre. Étudiant bilingue en recherche d'un contrat d'alternance. Donc là, direct, le recruteur se dit ok, ça c'est déjà un profil qui m'intéresse et potentiellement on peut être rappelé plus vite pour un entretien. Mais oui, effectivement, l'anglais, donc là, on va parler de barème européen, le fameux ABC, donc C1, pratique professionnelle, mettre du TOEIC, mettre si on... Attendez, du TOEIC, excusez-moi. Alors, TOEIC, c'est une certification en ligne, où c'est organisé, je sais plus si c'est en physique ou si c'est en ligne maintenant, qui permet de certifier son niveau. D'accord. On peut passer durant ses études, et ça, c'est hyper demandé par les recruteurs. Il y a le TOEFL aussi, c'est un peu l'équivalent. Et moi, je conseille de mettre si on lit des livres en anglais, si on regarde des séries en anglais, si on a pratiqué à l'étranger, lors d'un Erasmus, etc. Photo ou pas photo? Alors moi j'ai tendance à dire photo, c'est mon avis perso, parce qu'en fait du coup c'est vrai que maintenant les recruteurs français sont habitués à recevoir des CV sans photo, anonymes, pour éviter les discriminations à l'embauche. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on conseille quand même de la mettre parce que les recruteurs sont quand même habitués à avoir une photo, ça donne un côté humain, et que de toute façon, c'est un peu ce que je dis aux étudiants, si vous voulez éviter les discriminations, c'est-à-dire que la personne qui ne veut pas vous recruter parce qu'elle voit ma photo, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas bossé, bien en tout cas, donc autant briser la glace d'entrée. Donc moi je conseille, mettez la photo. Oui, c'est vrai. Face aujourd'hui au boom des intelligences artificielles, de ChatGPT et autres, GPT comme on dit, et évidemment on se dit il y a tout sur le marché pour pouvoir, s'il te plaît fais-moi le CV, fais-moi mon CV idéal, il sort en 3 minutes. Évidemment vous allez me dire non. C'est foireux. Évidemment, je vais vous dire non, exactement. Non, alors ChatGPT peut être d'une très bonne aide pour faire relire son CV. Ça, moi, je conseille du coup de faire relire ses phrases pour les fautes d'orthographe, par exemple. Donc nous, on a intégré un correcteur d'orthographe sur notre outil, mais rien n'est parfait. Si on peut éviter une deuxième fois d'avoir des fautes et une troisième fois avec une relecture humaine, mais le ChatGPT ne rédigera pas pour vous-même un CV, même si vous lui posez toutes les bonnes questions du monde. Et pour avoir quelque chose de précis, il faudrait y passer plus de temps qu'au rentrer soi-même les infos. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré des suggestions de contenu par métier qui viennent de Pôle emploi, qui sont des données certifiées par des RH
optimisé pour mettre un CV dans un CV, pardon. Voilà, ChatGPT, c'est encore un peu obscur comment l'utiliser pour faire un CV. Ça va nous rédiger des phrases un peu bateau. J'ai déjà testé, je vois un peu ce que c'est. Voilà, donc ça, c'est pas l'idée de le faire avec une IA pour l'instant. Vous proposez combien de modèles sur votre site? Alors, une centaine de modèles qui sont 100% personnalisables très facilement, quelques clics, voilà, couleurs, photos, sections, etc. C'est assez intuitif. Moi, l'idée du début, c'était ça, créer un outil pour que tout le monde puisse faire un CV facilement, même quand on n'est pas graphiste, quoi. Et vous vous adressez à deux types de publics, les particuliers et les écoles. Comment ça se déroule, les collaborations avec les écoles? Alors, les écoles, du coup, nous, on rentre en direct avec la direction, où on leur propose, du coup, une plateforme donc logotée, où il y a leur logo. Les étudiants, bien sûr, un accès illimité à l'outil. Donc, c'est la direction qui prend en charge une licence pour son volume d'étudiants. Et actuellement, on a une 50aine d'écoles partenaires, là, avec notamment des grosses écoles de commerce, comme voilà, IESEG, EDEC, Innov aussi, qui est un campus de numérique. Et ça fonctionne très bien. On a lancé en 2020 l'offre physio-éducation. Et les universités, les lycées, par exemple? Alors, on commence à démarcher les lycées professionnels, les universités. On a l'université d'Evry, par exemple, mais c'est encore un peu plus confidentiel parce que c'est un système un peu plus, voilà, c'est public, c'est un peu plus compliqué à s'installer dans les universités, mais on essaye de toquer à la porte de tout le monde, même organisme de formation, on aimerait bien. Donc voilà, le champ des possibles est large pour cette année et l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine de Bernardi, d'être venu sur le plateau du Grand JT pour nous présenter Physio, donc cet outil pour créer son CV, le CV le plus performant qu'il soit. Vous avez que de bons retours, c'est-à-dire en taux d'embauche? Honnêtement, de très bons retours. Alors, taux d'embauche, c'est difficilement quantifiable. En tout cas, pour les proches qui ont fait un CV avec Physio, ont tous été embauchés, mais à grande échelle, j'aurais pas de stats sur ça, mais oui, des très bons retours sur l'outil en tout cas. Si jamais ils ne veulent plus de moi ici, je vous appelle. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur School TV. Comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants et cette semaine, on leur a demandé ce que représentait l'amitié. Regardez. Moi, l'amitié, c'est hyper important. C'est comme si c'était une deuxième famille qu'on va choisir. Et du coup, avec eux, on va pouvoir partager plein de moments, on va pouvoir rigoler, sortir, fêter notre anniversaire, etc. J'ai que Thelma et Emma. Le petit que j'ai 4 ans. Je l'aime très fort. C'est des personnes avec qui on doit être loyal et avec qui on peut avoir confiance, quoi. Voilà. C'est mes copines pour la vie. C'est des personnes qu'on choisit, on n'est pas obligé d'en avoir une tonne. J'ai plusieurs meilleures amies et je sais que quoi qu'il arrive, je peux compter sur elles. C'est avec elles que j'ai envie de sortir, que je rigole, etc. C'est une bonne humeur. Thelma, elle a dit qu'elle va m'inviter à la maison. Mais c'est des personnes qui peuvent être aussi là quand on en a besoin, en fait. Quand on est mal, quand on a besoin de réconfort, quand on a besoin d'aide, qui peuvent venir à tout moment, quoi. On peut chuchoter parce que la maman de Thelma, elle travaille. Oh, ils sont trop. On embrasse Sacha, elle est trop mignonne avec sa petite voix, j'adore. Bon, alors tout de suite, on retrouve, je fais bien la petite voix, hein. On retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, elle reçoit Mélanie Page. Bon, si tu veux bien, on passe à la dernière partie de l'émission, où là, on va parler beaucoup plus spécifiquement de l'école. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Alors, j'ai 3 enfants. J'en ai un en CM2, une en 3e et la plus grande a passé son bac l'année dernière. Bon, moi je trouve que prof, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Ils font un boulot génial, vraiment respect. Après, dans le système, moi je pense qu'en France on se plante. C'est-à-dire que le système que moi j'ai fait, c'est-à-dire aller à l'école soit que l'après-midi, soit que le matin, et avoir du temps pour faire autre chose, s'ouvrir à autre chose, des arts, du sport. Des horaires aménagés, en fait, pour tout le monde. En fait, ça permet déjà d'avoir... De découvrir d'autres choses, des passions éventuelles, et ça permet de se motiver mieux à l'école. C'est-à-dire que nous, dans ces écoles-là, on était beaucoup plus forts que les autres, déjà parce qu'on savait ce que c'était que l'effort, et l'effort pour un truc qu'on aimait, et donc de voir le résultat, d'être motivé, et j'étais pas entourée d'ados qui traînaient les pieds, qui en avaient marre de la vie, qui disaient je veux pas, on n'était que des ados déjà dans le plaisir de la vie, avec des buts. Et je trouve que l'école, déjà c'est beaucoup trop long une journée d'école complète avec éventuellement 2 heures pour manger. 2 heures c'est trop long, ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Enfin, je trouve que c'est mal foutu. Il faudrait faire des journées plus courtes avec la potentialité. Alors évidemment pour les parents qui peuvent pas
la potentialité que l'école offre, je sais pas, du sport, autre chose. L'après-midi. Voilà, ou l'ouverture à ce qu'ils fassent ça ailleurs. Mais en tout cas, je pense que les enfants, pendant trop longtemps, on leur donne que de l'école, que du rabâchage de maths, de français. La vie, c'est autre chose aussi. Même la nature, faire plus de sorties, apprendre les arbres, les animaux. Enfin, ça, c'est l'école de demain pour toi. Ah ouais, mais carrément, carrément. Il y a plein de pays qui l'ont déjà compris. Hein. Oui, ça c'est vrai. Oui. Voilà. Vrai. Et ça marche très bien. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment repenser ça d'une manière... Et beaucoup tes enfants, tu les laisses libres? De ce qu'ils veulent faire plus tard. Ah, complètement. C'est pas important pour toi qu'ils fassent des études poussées? Pas si. Alors, s'ils sont bons à l'école, tant mieux. S'ils ont envie, tant mieux. Mais vraiment, l'important, c'est de trouver sa propre voie. Parce que si on les pousse dans autre chose, de toute façon, il y a un moment où ça va péter. Et voilà. Ou alors, ils seront malheureux pendant des années. Oui, c'est ça. Vraiment rien. Plus tard, notre boulot de parents, c'est qu'ils soient heureux plus tard. Donc le boulot, c'est quand même... Le travail, c'est quand même 70% de la vie. En France, on donne trop d'importance aux études? Parfois, oui. Évidemment, c'est important, les études. C'est juste les études quoi qu'il en coûte qui est un peu dommage. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est l'enfant qui trinque. Donc, Toi, tes enfants, ils ne doivent pas avoir une enfance vraiment comme les autres, puisqu'ils ont 2 parents célèbres. Comment tu gères ça? On le gère sans le gérer, c'est-à-dire qu'on vit ça naturellement. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont appris très jeunes à repérer un appareil photo, à se tourner pour être de dos, à nous dire qu'ils étaient suivis? Papa, maman. C'est pas forcément suivi, c'est même les gens. Maintenant, tout le monde est un paparazzi avec les portables. Avec les réseaux sociaux, etc. Donc, si quelqu'un a un portable comme ça, ils sont automatiquement... Ils se sont sentis, en fait, suivis tout le temps. C'est pas suivi, c'est qu'ils savent qu'il faut pas nous prendre, qu'il faut pas qu'ils soient pris en photo. Et d'ailleurs, il n'y a pas de photos de mes enfants sur les réseaux. Nulle part. Nulle part. Et toi, qu'est-ce que tu leur autorises par rapport, justement, à ces réseaux sociaux? Ouais, alors ça, on fait quel usage des enfants aussi? Déjà, le moins possible. 10 ans, 14 ans, il n'y a pas. Okay. Celle de 18, elle a dû commencer vers, 15 ans. C'est privé, évidemment. Je lui dis de faire très attention à ceux qu'elle accepte, les gens qu'elle ne connaît pas, ses noms. Tu avais l'impression que tu arrivais un petit peu à pouvoir surveiller ça? Oui, parce qu'on les responsabilise et en même temps, elles savent que ça peut leur retomber dessus. On leur donne des exemples. Donc les 2 derniers, ils n'ont pas? Pour l'instant, non. C'est rare, parce que maintenant... Celui de 10 ans, il n'a pas de portable non plus. Déjà, chez nous, avant 12, voire 13, celle de 18, elle l'a eu à 13, pas de portable. Mais les autres, à l'école, à 10 ans, ils ont déjà le téléphone, non? Et alors? Non, mais justement, ouais. T'arrives à... Il y en a, non, hein. Il y a quand même d'autres familles comme nous. Oui, mais j'imagine, vous n'êtes pas les seuls. Mais c'est quand même prouvé médicalement qu'avant 12 ans, il ne faut surtout pas que les enfants aient des portables régulièrement autour de leur cerveau. Hein. Donc on le fait pour leur bien, je crois qu'ils l'ont compris. Et puis de toute façon, c'est comme ça. En fait, pour les petits, de toute façon, comme leurs grandes sœurs... Oui, ils l'ont déjà vu, c'est évident. C'est normal. Chez nous, il n'y a pas avant 12 ans, ils ne le demandent même pas. Il n'y a pas de... En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. C'est passé vite, c'était super. Merci, tu as partagé plein de souvenirs. Non, mais c'est vrai, c'était super sympa. Bon. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Faire relation filles-garçons et femmes-hommes, c'est une valeur sociétale. La question est étrange aussi dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que, voilà. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que l'entre-soi, c'est la norme. C'est ça. C'est autre chose qu'on constate ensemble. C'est-à-dire la vraie question, elle est-ce que jouer ensemble, rire ensemble, manger ensemble, filles et garçons, ça peut être aussi une forme de norme. Voilà. Et c'est cette compétition entre ces normes finalement qui pose problème. Les enfants, comment ils le vivent alors? Vous faites énormément de terrain, vous êtes je vais vous qualifier de géographe de terrain, vous conseillez beaucoup de collectivités sur ces questions-là, et vous faites beaucoup d'enquêtes. Qu'est-ce qu'ils vous racontent les enfants? Les enfants, c'est important parce qu'ils racontent une quotidienneté dont ils prennent conscience. C'est-à-dire que la question, c'est pas dans ma tête en fait, à moi d'adulte, le fait de ne pas pouvoir se centrer, de ne pas pouvoir avoir de la place pour faire ses propres jeux aussi, puisque la question qui nous est posée, c'est jouer avec. Est-ce que je peux jouer avec les garçons au foot? Mais c'est aussi de la place pour moi, pour le sujet que je porte. Ce que j'ai envie de faire... le jeu JE. Oui, le jeu JE, le jeu JEU. Vous savez, on entend souvent dire les petits jeux de filles. Mais quelle est cette expression? Ça veut dire que ce qu'elles portent, c'est petit déjà. Et qu'on n'a pas besoin donc, de l'organiser. On n'a pas besoin de leur donner une place.
Hein. Mais jouer au papa, à la maman, faire tourner la corde à sauter, courir, épervier, chat, etc., qui sont des jeux mixtes d'ailleurs, hein, souvent les papa et la maman, c'est un peu une palette, voilà. mais c'est mixte, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que l'inégale valeur, elle est là aussi. C'est-à-dire que les sujets qu'elles portent, elles, on n'a pas besoin de les organiser, on les laisse, tomber. Donc elles font jamais groupe non plus, hein, c'est-à-dire nombre. On va travailler notre accent aujourd'hui, Irina. Ouais, UWC ou UWC? Au choix. Je ne sais pas. UWC. Allez, pour United World College, donc c'est une ONG internationale d'éducation. Sans vous avez fait jeune fille au père aux États-Unis. Oui, un peu quand même. Les petits restes. Ça sert à quelque chose quand même. Donc, qui propose aux élèves de passer le baccalauréat international sur 2 ans. Donc, UWC est présent dans 18 pays sur 4 continents. Donc, il existe par exemple un lycée au Canada, un au Costa Rica, un en Inde, un en Chine, un au Japon, un en Tanzanie ou encore un en Italie. Bref, chaque campus compte environ 200 élèves de 80 à 100 nationalités différentes. Et cette année, UWC compte 4800 étudiants en bac international et 86% d'entre eux sont boursiers. United World College a été créé il y a un petit peu plus de 60 ans. Effectivement, c'est en 1962 que le pédagogue allemand Kurt Hahn a créé UWC. Donc, son but, c'était de fonder une école pour éduquer les jeunes du monde entier ensemble pour éviter les futurs conflits. Donc, le premier établissement a ouvert ses portes en 1962 au Pays de Galles. Il s'agit de l'Atlantic College et le nom de United World College, hein, qui signifie Collège du monde uni, a été trouvé en 1967 par Lord Mountbatten. Donc, au fil des ans, d'autres établissements de UWC ont ouvert leurs portes aux 4 coins du monde. L'UWC qui donc propose un baccalauréat international, c'est reconnu? Bien évidemment, le baccalauréat international est reconnu dans le monde entier. Donc le programme dure sur 2 ans. Les élèves doivent choisir 5 matières entre langue, sciences humaines, sciences expérimentales, langue et littérature, mathématiques et informatique. Ils doivent également choisir une matière artistique. Pendant le programme, les élèves doivent également écrire un mémoire et s'investir dans des projets périscolaires pour avoir leur bac international. On peut tous participer à ce programme, mais surtout, comment on postule? Alors, pour postuler à la rentrée 2024, il faut être en seconde, en première ou en terminale. Il faut avoir au minimum 16 ans et moins de 18 ans à la rentrée. Il faut résider en France depuis plusieurs années ou être de nationalité française. Et il faut envoyer son dossier de candidature avant décembre 2023 et être prêt à venir passer un week-end de sélection à Paris en février 2024. Les élèves sont sélectionnés sur des critères comme la curiosité intellectuelle, la motivation, l'ouverture d'esprit ou encore la maturité. Addict, on va voir si on l'est nous aussi, tous et toutes, à notre niveau en tant qu'homo numericus. C'est une tribune dont vous êtes emparé chez nos confrères de Sbec Erika, c'était à la fin de l'automne dernier. Vous y dénonciez le fait que peut-être, encore une fois, que les hyper-connectés que nous sommes tout simplement en manque de liens humains. Alors oui, nos pratiques numériques, évidemment, ne font qu'exploser, quels que soient les âges. En homo numericus, il n'est pas forcément générationnel. Non, au fond, vous savez, d'ailleurs, une revue qui s'appelle Wired, qui est une revue geek américaine, avait dit que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans. C'est à peu près nous tous, alors que d'habitude on a toujours tendance à voir les adolescents avec le téléphone greffé à la main. Par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, cette tribune que j'ai co-signée avec Isabelle Jean, qui a travaillé sur un livre qui s'appelle Métamorphose, dont j'avais fait la préface. Et c'est vrai qu'évidemment, il y a des questions à se poser. Dans mon dernier livre, Les réseaux sociaux, je repose la question. Alors, la question du lien numérique est intéressante, c'est-à-dire la relation virtuelle, qui était quelque chose de tout à fait passionnant. Pendant longtemps, Internet était une sorte de grand bal masqué où on pouvait jouer, mais dans le sens play, c'est-à-dire jouer à être cet autre. Et petit à petit, à force de porter cette forme de déguisement que ce masque, je pouvais oser dire, faire. Et puis quelque chose des réseaux sociaux à l'américaine, très nord-californienne, ont mis en place quelque chose qui a complètement dénaturé la relation à l'autre, c'est-à-dire ils ont mis du game, de l'enjeu. Les likes, les commentaires. Et quelque part, c'est assez monstrueux, voire même toxique, puisque ça a engrangé dans la relation qu'on a aux autres, avant tout une problématique de comparaison, une sorte de ranking, mais pas forcément lié à nos compétences ou à ce qu'on produit, mais à ce que l'on est. Et donc, il y a quelque chose d'une sorte de narcissisme qui grossit et qui finalement fait que nous sommes tous dans une forme de compétition. Et quand on regarde Instagram, ça va même plus loin, on a l'impression qu'il y a une guerre des clones, où finalement il y a une sorte de clonage individuel,
où les gens n'arrivent plus véritablement à se sortir d'une forme de différence qui est pourtant nécessaire dans notre capacité à envisager l'autre, dans sa différence aussi. Est-ce que vous savez pourquoi on fête le 1er avril? Alors, pas du tout. Alors, parce qu'avant, en fait, on ne débutait pas l'année le 1er janvier, mais au début du printemps. Et lorsque le roi Charles IX a décidé de faire commencer l'année le 1er janvier, je vous en avais parlé d'ailleurs, calendrier julien, calendrier grégorien, on se serait moqué des nostalgiques qui préféraient quand même commencer l'année début avril, mais c'est pas la seule explication. Oui, parce que poisson, catholicisme, il y aura un truc aussi. Tout à fait, parce que c'est la période qui correspond à la fin du carême dans la religion catholique, et à cette période, les chrétiens ne mangent pas de viande, donc on mangeait du poisson, on s'offrait du poisson, et petit à petit, la tradition est née comme ça. Et c'est devenu une vraie opération marketing pour les marques d'ailleurs. On se rappelle de Carambar, par exemple, qui avait annoncé qu'il n'y aurait plus de blagues à l'intérieur des emballages, ou encore la marque de biscuits Lu qui avait annoncé le lancement de biscuits au brocoli. Quelle idée, franchement. Et elle a un petit dernier. C'était un gag spécial Sandra Ferreira, notre exactement, ça lui aurait vachement plu, nous moins. Et un petit dernier, donc en 2011, la compagnie aérienne Ryanair avait fait un communiqué en affirmant que certains de ses vols seraient interdits aux enfants. Ces êtres, je cite, qui pleurent, crient et courent dans les cabines. Heureusement, bien sûr, que tout cela, c'était des poissons d'avril. Et d'ailleurs, vous savez que je ne vous ai pas oublié, puisque je vous ai fait un poisson d'avril. Non, c'est quoi? Regardez dans votre dos. Vous je vais pas voir dans mon dos. Eh bien, regardez, montrez à la caméra. Il y a un poisson d'avril, je vous ai piégé avec Marine Plantac qui est tombée. Ce crime ne restera pas impuni. Emma, merci beaucoup. Emma Guénaud, tu as 16 ans et tu es donc sélectionnée, tu es finaliste pour aller effectivement pour ce programme UWC. Qu'est-ce qui te donne tant envie de participer à ce programme? Parce qu'on l'a dit, ça a l'air extraordinaire, mais ça reste quand même 2 ans loin des tiens. En fait, j'avais toujours eu envie de partir étudier à l'étranger, mais je voulais pas juste une pause dans mon cursus, je voulais vraiment une expérience avec des jeunes du monde entier qui partagent le même état d'esprit que moi. Et quand j'ai découvert ce que UWC proposait, c'était un peu comme une évidence. Je savais que j'avais envie de tenter ma chance. Et j'en découvre un peu plus chaque jour sur l'expérience et ça me redonne encore l'envie d'y aller encore plus. Comment se passe le processus de sélection? Oui, c'est un processus qui est assez long, en particulier le dossier de candidature qui est la première étape, car ça demande une réflexion et une réponse aux questions, c'est assez poussé. Mais finalement, ça m'en a fait apprendre plus sur moi-même aussi. Et ça valait le coup, vu que je suis là aujourd'hui. Il faut tenter sa chance et il ne faut pas se dire « Ah, c'est trop long, c'est compliqué, j'y arriverai jamais » parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Emma, Béatrice et Badi viennent de parler d'engagement. C'est le maître mot, d'après toi, justement, pour réussir à aller dans cette école. Il ne faut pas forcément être un fort en thème. Moi, je pense que oui, c'est important, car ils regardent pas seulement nos résultats scolaires, c'est pas du tout ça, c'est qui on est, comment on peut contribuer à notre communauté, à notre ville, aux personnes qui nous entourent, et qu'est-ce qu'on peut retirer aussi de eux, de leurs expériences. Donc je pense qu'en effet, le mot engagement, c'est un mot hyper fort qui retransmet bien l'expérience UWC. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour revoir toutes les émissions. Si vous voulez écrire à Brandon Warrett, il vous répondra, n'est-ce pas? Bien sûr, exactement. Vous avez l'air motivé en tout cas. Oui, bien sûr, je répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Elisa Bernardo. Au son, Alexis Sabassidis, Laure Audemont au maquillage, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.